Donc bonsoir, nous sommes réunis ce soir pour célébrer Jean Cocteau avec un de ceux qui ont le plus fait pour l'homme inclassable. Je ne parle pas de Monsieur Berger, grand ami de l'artiste, à qui l'on doit entre autres la restauration de la maison Cocteau à Milly-la-Forêt et qui nous reçoit ce soir dans sa fondation. Je parle de l'homme qui est assis à mes côtés et qui a consacré à Jean Cocteau la plus belle exposition qui soit, la plus importante, la première qui a fait date, Cocteau sur le fil du siècle. C'était en 2003 au Centre Pompidou, dont vous étiez un des directeurs, cher Dominique Paini. Bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, s'il y en a, je m'empresse de dire que vous êtes certes un homme de musée, un homme de lettres, mais avant tout un homme de cinéma. Les cinéphiles présents ce soir se souviennent du Studio 43 à Paris, salle de music hall transformée en salle de cinéma et qui, sous votre direction, programmait des films d'avant-garde tout en revisitant l'histoire du cinéma français. Vous réitérez ces programmations audacieuses au Bonaparte, au Studio Les Ursulines et aux Racines. Vous avez poussé l'amour du cinéma jusqu'au sacrifice, puisque vous êtes devenu, le temps de vous ruiner peut-être, oui, distributeur et producteur de films. Il faut dire que la gageure était difficilement tenable, puisque c'est avec des réalisateurs comme Jean-Marie Straub et Daniel Lhuillier, Juliette Berthaud et autres Philippe Garrel, que vous avez tenté, sinon de faire fortune, de trouver une économie viable au cinéma d'auteur, libre et indépendant des institutions. Je n'ai pas trouvé l'économie. Ben voilà, la France est ainsi faite que votre passion du 7e art vous fait passer de la production à la conservation. Vous voilà au musée du Louvre comme directeur fondateur des productions audiovisuelles et cinématographiques du musée, puis tout naturellement à la Cinémathèque française qui a vécu sous votre direction des années fastes. Des rétrospectives marquantes comme celle consacrée à Fritz Lang, Robert Bresson, Abel Gans, Éric Rohmer ou Louise Brooks sont accompagnés de conférences et de rencontres diverses autour de ces chefs-d'œuvre que vous avez contribué à rendre impérissables. Mais c'est peut-être la compagne de Jean-Luc Godard, votre ami de 25 ans, Anne-Marie Miéville, dont vous avez financé d'ailleurs le premier film, qui a trouvé les mots les plus justes pour vous décrire. Elle a dit « L'esprit de Dominique Paini est un infatigable ressort. Il parle comme si les réserves de ses paroles étaient sans fin, et cette certitude est rassurante. » On ne va pas le cacher ce soir, vous avez un faible pour les cinéastes, mais vous avez aussi quelques chouchous en littérature, et vous organisez d'importantes expositions sur Roland Barthes, c'était en 2002, et Samuel Beckett en 2004. On arrête là? Pas du tout. Car vous vous intéressez aussi à l'art contemporain. Il semble d'ailleurs que ce soit pour vous une seule et même passion, puisque en 2002, vous écrivez Le Temps exposé pour démontrer l'influence des œuvres cinématographiques du passé sur les tendances de la création contemporaine. Et aujourd'hui, vous êtes le commissaire de notre exposition à la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, Jean Cocteau, une donation américaine que l'on voit exposée sur ses murs, celle du collectionneur Robert Rubin. Mais dans le même temps, vous avez orchestré l'exposition Cocteau contemporain à la galerie Coulot et Koulinski, rue de Picardie à Paris, et dont on voit effectivement un bref aperçu que vous commenterez en fin de conférence. Exposition dans laquelle donc vous faites dialoguer des œuvres de Cocteau avec celles d'artistes contemporains qui se réfèrent à lui. Il s'agissait pour vous de montrer et de démontrer qu'il y a bien un héritage de Cocteau chez les artistes de demain. Alors ce soir, nous allons essayer de canaliser à la fois vos ardeurs et votre érudition, Dominique Paini, en essayant de comprendre pourquoi Jean Cocteau, qui est selon vous une référence tonique pour les artistes contemporains, est un artiste français les plus connus au monde, est absent des collections nationales, ignoré des musées et des universités. Mais avant cela, j'aimerais percer un mystère de votre personnalité avec une question simple. De quand date votre intérêt, votre passion, que dis-je, votre dévouement à Jean Cocteau? Piège et probable déception chez l'auditoire. On va arrêter là. On va arrêter le débat. Excusez-moi. Je partirai pour ne pas tout casser. Bon, d'avoir cassé. Voilà. Merci. Oui, piège. Parce que, d'abord, je ne sais pas où vous avez trouvé
Ce qu'a dit Lévy. Ben, elle l'a dit. Je dirais. Oui, je connais Godard depuis même plus de 25 ans. Je l'ai connu pendant de nombreuses années, j'ai travaillé avec lui. Vous l'avez exposé d'ailleurs à Beaubourg également. Je l'ai exposé, il m'a viré quasiment un mois avant le vernissage. Mais ça faisait partie du scénario, comme dans ces films. Vous avez travaillé 4 ans, il faut dire effectivement pour cette exposition, pour vous faire virer. Et puis dans ces films il est ainsi, Godard. Oui, et dans ces films même, ces films racontent parfois leurs fables au film de Godard. Ce sont des scénarios qui empruntent beaucoup à des histoires de cinéma, à des histoires de tournage, et on y vire fréquemment également les réalisateurs, donc, ou les producteurs. En l'occurrence, j'étais un peu le producteur, et je dirais, ça faisait partie vraiment du scénario, c'était très bien. Alors revenons à Cocteau. Oui, mais non, j'insiste sur Godard parce s'il fut depuis toujours un admirateur de Cocteau, c'est bien Godard. J'en dirai un mot tout à l'heure, sans doute. Donc Godard, oui, c'est très tardivement que Cocteau est rentré dans ma vie, si je puis dire. Alors je vais vraiment vous décevoir, c'est le milieu des années 80. Vous voyez, donc c'est et qu'est-ce qui a fait que... Oui, absolument. Et je vais même dire, c'est depuis une assez grand excès de fureur contre lui, et même un agacement. Vous imaginez, je suis un garçon, un homme du baby-boom en 1947, et alors, la piste aux étoiles, Jaboul, Jean Louin, la télévision, les premières télévisions, la houppette de Cocteau tous les soirs, on n'en pouvait plus après la guerre, pour des raisons que je vais revenir, sur lesquelles je vais revenir, parce qu'il y avait des raisons à cela, des raisons profondes chez lui, des raisons de douleur chez lui, qui expliquent une part des raisons pour lesquelles on l'a vu, trop vu, et finalement pas vu. De la même manière qu'il dira lui-même très connu, trop connu, méconnu. Plus, enfin je dirais par elle, plus encore le sirop surréaliste, je sais pas comment dire, le petit lait surréaliste auquel j'ai été élevé, m'avait vraiment détourné Cocteau, beaucoup. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ici, dans cette salle, savent le peu d'estime dans laquelle les surréalistes ont tenu Cocteau, et en particulier l'abominable quand même, enfin l'abominable, un peu épouvantable Soupeau, qui a quand même dit le pire, mais le pire jusqu'à au-delà, ne inquiétez pas, même pas la courtoisie, c'est au-delà, c'était la calomnie, la diffamation, plein de choses, et Breton, bien sûr, qui n'a pas été tendre non plus. Donc, le prince de la frivolité, l'être le plus haïssable de son temps, enfin... Oui, il n'avait jamais assez d'injures pour lui. Et Lévard, dont je reparlerai, puisqu'il y a le portrait d'Évard, qui avait dit à Cocteau lors d'une soirée dont je parlerai peut-être ce soir, je vous tuerai. Donc je vous tuerai, j'aurai votre peau, etc. Bon, bref, vous me dégoûtez. Et tout cela en public à la Comédie Française, très sympathique. Et donc, j'ai été vraiment, comme beaucoup de gens de ma génération, et beaucoup d'autres en deçà de ma génération, et maintenant même encore aujourd'hui, nourri au lait surréaliste, ou nourri à l'alcool surréaliste, peu importe, et très tardivement, j'ai découvert Cocteau au terme d'une fréquentation des gens de la Nouvelle Vague, des films de la Nouvelle Vague, et en particulier Godard, bien sûr, Truffaut beaucoup, évidemment, mais aussi Rivette, Jacques Demy, Agnès Varda, toujours de ce monde, fort heureusement, Éric Rohmer, Chris Marker, tous me dirent, me confièrent leur Chris Marker, je vais le dire déjà, oui. Je sais pas, ouais. Non, je l'ajoute lui parce qu'on ne peut pas supposer que cet homme du documentaire et d'un cinéma très conceptuel fut en effet un admirateur vraiment inconditionnel. Bon, et tous me confirment leur dette pour des raisons très évidentes que je pense aussi j'aurai l'occasion de redire aussi plus loin, mais pour dire vite sur une certaine forme de radicalité inventée par Cocteau du cinéma d'auteur et de la posture d'auteur en cinéma. Je dis bien en cinéma pour dire que Cocteau n'est pas un cinéaste, n'est pas un filmeur, est très loin du cinéma d'une certaine manière, à beaucoup de titres. Il fera Le sang d'un poète en 30-31,
mais après il y aura cette longue éclipse loin du cinéma, et il revient en cinéma. Il entre en cinéma comme il entre en chorégraphie, comme il entre en scénographie, comme il entre en peinture, comme il entre en dessin, comme il entre en entraîneur, en entraînement de boxe, en batterie de jazz. Tout cela, il entre en poésie en poésie de théâtre, en poésie de journalisme, en poésie de cinéma, en poésie de chorégraphie, en poésie de... Voilà. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du sacerdoce, qui fait qu'il est spécialiste en tout. Il n'est pas un touche-à-tout, du tout, comme on l'a dit si souvent pour le salir, le démolir, ternir son image et sa productivité, et la qualité de sa productivité. Il est un spécialiste en tout. Hein. Bref, comme il entre en drogue aussi, hein, comme il y a quelque chose chez lui qui fait en sorte que il entre en, vraiment, et il est pleinement, il est intensément, même parfois fugitivement, hein, éphémèrement, et alors intensément en quelque chose. Hein. Donc je le découvre parce que ces cinéastes, un jour, et au bout d'un moment je me dis quand même, être si loin d'un auteur, nourrir autant d'agacement pour lui, y être aussi indifférent. En plus, je découvre les lettristes aussi. Je découvre des textes d'Isidore Isou, toute la bien-pensance, je dirais, avant-gardiste, autrement dit. Hein. Et puis aussi, je découvre aussi l'œuvre de Duchamp dans les années, disons, les années 70, 80. Et là, je découvre que jusqu'à la fin de sa vie, Duchamp, jusqu'à la fin de la vie de Cocteau, Duchamp entretiendra avec Cocteau une amitié, une proximité que personne n'a voulu voir. Je suis toujours très... Même encore là, dans la dernière exposition de Duchamp, il sera hors de question d'en parler, comme il est hors de question d'en parler depuis toujours. Hein. Et comme Man Ray sera toujours très proche jusqu'à la fin de Cocteau, comme Max Ernst sera bien évidemment très proche, bien évidemment non, contre toute attente, comme on pourrait le supposer, parce qu'il aurait su le diktat de l'autocrate breton, génial breton, mais autocrate, il aurait pu s'en détourner. Non, d'ailleurs j'avais exposé en 2003, à la dite exposition que vous évoquez, j'avais exposé une petite lettre de Max Ernst, qui est dans une archive privée, une lettre de Max Ernst à Cocteau, qui lui dit, cher Jean, etc., vous voyez, on parle de choses et d'autres, sur des questions de collage et autres, et lui dit, fais en sorte que A, B ne sache pas que nous voyons. Parce qu'il savait bien évidemment qu'il en faisait trop l'autre, le JC. Et pas le jeune communiste. Hein. Bien sûr. Qu'il en faisait trop et que, voyant Max Ernst, tout Paris allait savoir qu'il avait vu Max Ernst. Parce que cette mondanité de Cocteau était insupportable, mais elle avait une raison qui, pour dire vite, mais je pourrais y revenir, qui découlait du fait qu'il était précisément très mal aimé. Et d'une certaine manière, ce déficit d'amour, ce déficit d'estime, fut très fréquemment, au long de sa vie, compensé. Enfin, Cocteau eut l'occasion d'imaginer que la mondanité allait compenser la mal-aimance, ça se dit pas. Mais est-ce qu'il a été de tout temps mal aimé, ou bien à un moment donné, oui. Enfin, tout autant excessivement aimé et mal aimé. Les deux, ça c'est vraiment un cas particulier. Et souvent mal aimé parce que mal aimé, c'est aimer de mauvaise manière, parce que mal aimé, parce que mal estimé, et là de manière courante. On pourrait presque reprendre une caricature du journal dont on parle beaucoup depuis 3 semaines, et c'est une célèbre du prophète malheureusement aimé par les cons. Oui. Hein. Bon, très souvent, Pierre Berger l'a dit en douce, mais parfois pas en douce, il n'a pas forcément été aimé des bons. Bon, il y a une cocteaulatrie qui a contribué aussi à ne rien arranger sur le fait de bien aimer Cocteau. On a parfois, pour des raisons diverses, alors là il faudrait prendre chaque cas de cocteaulatrie, on a parfois aimé Cocteau en ne privilégiant pas la meilleure part. Et en particulier, en matière de graphisme, par exemple, la part essoufflée, la part abîmée, la part produite par un homme malade, à bout de souffle, j'ai envie de dire, hein, pour reprendre le titre célèbre, mais
Parce qu'on lui reproche. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. Ben cette oui. série de profs dont il a gagné un peu de sous pour gagner sa vie, enfin, parce que Cocteau n'a pas terminé, au moins sans faux riche, c'est le moins qu'on peut se dire. Et donc, il a parfois produit à la chaîne ce qu'il a trouvé, ce qu'on lui poussait, ce qu'on le poussait à faire. D'ailleurs, c'est drôle parce que parmi, il y a 2-3 belles choses dans l'exposition dont on voyait les images tout à l'heure, et puis 2-3 choses plutôt pas les meilleures, et c'est ce qu'on avait trouvé pour vendre, parce que c'est une galerie qui vend, et comme par hasard, ce qui a été acheté, c'est l'Empire. C'est pas le très beau dessin sublime qui passait là, de Dipus sur un dessin de préparation de maquette de Dipus Rex des années 26. C'est un profil, un sempiternel profil d'Oedipe ou d'Orphée ou je sais pas trop qui, très ramolli, très bon. C'est vraiment pas bon. Mais ça, j'en viendrai parce que je vois pas. Justement, Cocteau a été abîmé, sali, terni à la mesure d'une œuvre qui ne s'est pas toujours terminée, également bonne. Mais je dirais, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul parmi d'autres. Mais il y a d'autres raisons qui font aussi qu'il a été comme ça un peu terni, alors que la production exceptionnelle des années 10, 20, 30, et pour une part 40, et en particulier ce chef-d'œuvre qui est au fond, qui fait partie de la donation de Robert Houdin, qui est un dessin qui probablement appartient à un ensemble qu'on a coutume d'appeler, nommer, de se souvenir comme la poésie plastique. Hein, c'est probablement le moment où il fréquente beaucoup la comtesse, je ne sais pas si elle était comtesse, parole, marquise, la comtesse, Percy Blunt. Il savait mieux. Pardon? Elle était vraiment comtesse. Ouais. Ah. Et donc il fréquente beaucoup les surréalistes, les détaillistes, etc. Et on voit bien d'où ça vient. Et on voit bien aussi, en voyant ça par rapport aux années, comment il rétroagira en influence sur les autres. Il pompe, il copie, il imite, mais aussi il sera copié, pompé, imité. Donc alors j'ai découvert tard, et en particulier, mais j'en ai en tête aussi, un jour où le cinéaste Rivette me démontre, non pas avec le cinéma, mais avec la littérature, comment j'ai oublié de le sortir dans le petit sac, mais bon, quelqu'un d'ici va sans doute aller me chercher ma petite enveloppe transparente dans les escaliers là-bas, je le reçois tout à l'heure. Rivette me désignant du doigt un passage des Enfants terribles, 29, donc pas de cinéma encore, 29, chez Cocteau, en tout cas, et me disant, voilà, cette absence de graisse narrative, ce style maigre, hein, peut-être en référence aussi au fait qu'il fut également un homme maigre, mince, hein, mais là, j'ai pensé à ça quand il me disait ça au début. Et après, j'ai relu ce passage, et 10 fois je l'ai revu, plus que ça encore, j'ai vraiment compris toute la pensée du montage, radicale, brutale, sans s'embarrasser d'ellipses narratives, chez les gens de la Nouvelle Vague. Et là, c'est la littérature qui est probablement, chez tous ces gens qui furent, avant d'être des cinéastes, des fous de littérature, des utopistes de la littérature, enfin utopistes pour eux-mêmes, en pensant qu'ils pouvaient être des grands écrivains, Godard, Truffaut, Romer, Rivette. Oui, Romer fut écrivain avant d'être cinéaste. Il a publié chez Gallimard dans la collection blanche, hein, tous ses contes moraux. Hein. Truffaut a rêvé d'une seule chose, c'est de refaire le Lys dans la vallée. Godard a rêvé toute sa vie d'être dans la collection blanche. Il y fut, dans les années 90, avec 4 tomes de la collection blanche. Et puis, comme ça ne lui suffisait pas pour dire j'y suis, il a imposé à Antoine Gallimard de mettre les photos sur la collection blanche. Vous imaginez, il l'a gagné. Parce que le premier, je ne sais pas si c'était Bloy, Léon Bloy, ou je ne sais plus qui a eu tout début, enfin, un des premiers volumes de la collection blanche a mis une image. Et bien sûr, Godard a dit, je suis le premier. Oh, merci, vous êtes bon. Merci. Au cas où, c'est pour survie aux enfants terribles, peut-être qu'on y reviendra. Alors, parmi les choses qu'on lui a reprochées, vous avez dit une rigueur insuffisante, une profondeur insuffisante, une pudeur insuffisante et une morale insuffisante. Ça a été... là, est-ce que c'est ce qui l'a le plus blessé?
c'est marrant, vous dites qu'on lui a reproché une morale insuffisante. Oui. Non, moi je pense qu'il a eu au contraire une morale, je dis pas ça par le goût de la provocation, mais je vais pas en discuter. J'ai préparé des notes, puis finalement je m'en sers pas. Non, je pense qu'il a eu une exigence artistique, même presque, je vais dire le mot, presque puritaine. Or, on ne met pas ce mot-là, puritain, avec lui. Hein. Il a été proche de maritain, mais pas un puritain. Pardonnez-moi, c'est une mauvaise assonance facile. Non, c'est quelqu'un qui a une exigence redoutable sur sa création artistique. On pourra en parler sur pourquoi et comment. Et par ailleurs, en termes de morale, il a été absolument exemplaire, y compris, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais préparé quelques mots un peu polémiques, pour y revenir, sur ce qui fait problème, sur ce qui fait souvent problème et qui revient, non pas parce que les faits sont têtus, mais les clichés sont têtus, les stéréotypes sont têtus, c'est bien sûr évidemment l'embarras qu'on continue d'avoir, qu'on a continué d'avoir avec la posture, l'allure, la vie, l'existence de Cocteau pendant l'occupation en France, à Paris. Hein. Et donc il y a quelque chose qui continue de faire problème chez les historiens, y compris parce que les historiens continuent de reprendre comme si la biographie de Claude Arnaud, chez Gallimard, comme si l'exposition avec des pièces à conviction au Centre Pompidou n'avait pas apporté un éclairage neuf, je crois, pour comprendre ce qui s'est passé, en particulier avec cette chose qui revient toujours, qui est l'éloge à Brecker, la loge à Arnaud Brecker. D'ailleurs, je dois dire que je me suis fendu d'une longue lettre à sa commissaire, au musée d'art moderne de la ville de Paris, proche d'ici, pour l'exposition qui s'appelle L'Avant-guerre, il y a 1 an. 1 an et demi. Allez, je dirais 2 ans. Mais non, l'année dernière. Voilà, l'année dernière. Pour ouvrir exemplairement, pour faire métonymiquement une sorte de déclaration sur ce qu'on pouvait dire de la création et de la posture des créateurs en général pendant l'occupation, on a mis un morceau. C'est le seul artiste cité dans le grand panneau, dans le grand cartel d'ouverture et d'invitation à la visite, c'est un morceau de l'éloge à Brecker de Cocteau. Bon. Par ailleurs, rien dans l'exposition de Cocteau. Rien dans l'exposition. Sauf ce morceau d'éloge à Brecker. Bon. Or, on sait très bien comment ça s'est passé, pourquoi c'est là, etc. Et bien évidemment, cet éloge à Brecker doit s'inscrire dans un tout de choses qui sont loin d'être de même nature, pour dire vite. Bref, donc il y a ce péché, semble-t-il, qu'on reproche à Cocteau d'avoir eu de l'intelligence avec l'occupant, je vais entre guillemets, et par ailleurs, il y a encore une fois cette sorte de voix unique, de pensée unique, si je puis dire, pour reprendre une formule qui est très employée par les politiques, du surréalisme, qui fait en sorte que Cocteau n'a pas une pièce, une seule pièce, dans les collections du Musée national d'art moderne, au sein du Centre Pompidou. Pas une, rien du tout. Et même un chef-d'œuvre comme Mystère de Jean Loiseleur, qui est un livre majeur à bien des titres pour comprendre, je dirais, ce qu'a été au XXe siècle la pensée de la reproduction, la pensée de la reproductibilité, qui a légitimé le fait que Walter Benjamin, en 27-28, veut rencontrer Cocteau prioritairement à Paris. Il le rencontre d'ailleurs à la BNF pour s'entretenir avec lui de Proust. Benjamin vient ici pour ses études proustiennes. Il veut rencontrer qui? Cocteau. Benjamin connaît très bien le Mystère de Jean Loiseleur, qui est ce livre consacré à la reproduction. Hein, qui est un livre piège consacré à la reproduction. On peut en parler aussi tout à l'heure. Eh bien, il y a ce livre-là, alors que, par exemple, il y a un grand fonds comme la collection d'Estriba, consacré aux livres d'avant-garde, qui a été acheté à grands frais. Hein. Eh bien, ce livre-là, qui a très peu d'exemplaires, il a tiré en 130 exemplaires, qui est un piège pour le lecteur, un piège pour l'imprimeur, n'est pas là comme un livre majeur, je dirais, de la pensée sur l'art. Je vous rappelle quel était ce livre. Oui. Ce livre, pour ceux qui ne le savent pas, est fait de 32 dessins
que Cocteau fait en 1900. Ah ouais, vous me posez des questions qui m'écartent de mes notes. Bon. De 32 dessins qui n'étaient pas destinés à être conservés originaux, à être exposés et conservés par les collectionneurs. Ils le sont finalement. Il y en a deux d'ailleurs ici dans l'exposition à Paris, dans la galerie, qui sont possédés par Milly Laforêt, par le musée, qui était écrit, un livre qui a été écrit, un livre de douleur, un livre de tristesse, un livre de mélancolie, un cri de souffrance à la suite de la mort de Radiguet, de Raymond Radiguet, écrit à l'hôtel Welcome, où déjà Cocteau, enfin depuis pas mal de temps, mais là décidément ici enferme en y fumant de l'opium, plus encore qu'il n'en fumait avant, et il fait un livre qu'il destine à un imprimeur, un éditeur qui voudrait le diffuser, mais de manière autographe, c'est-à-dire en reproduisant son écriture curviligne et ses dessins. Ces dessins qui seraient rehaussés en couleur par le phototypeur qui s'appelle Daniel Jacomet, qui fut le phototypeur de Vuillard. Daniel Jacomet, qui avec Vuillard s'amusait beaucoup à tromper les collectionneurs, et Vuillard qui était un farceur, un grand farceur, Édouard Vuillard s'amusait avec Jacomet, qui avait inventé un système, donc la phototypie, qui était une forme de lithographie. Je vous assommerai pas par la technique de la phototypissoire, mais qui faisait en sorte d'aller jusqu'à tromper un collectionneur qui prenait une phototypie pour un vrai dessin. Et après, bien sûr, Vuillard allait voir le collectionneur, dire je vous ai bien lu, etc. Voilà le même. Bon, c'est reproduit. Bon. Et Daniel Jacomet est salué dans ce livre, au final fait, donc je vais encore vous dire quelques mots là-dessus, comme le prince des poètes. C'est-à-dire que Cocteau, au sein de ce livre, pour l'occasion de ce livre, décide que le prince des poètes, c'est un phototypeur, c'est un reproducteur. C'est un homme qui reproduit l'œuvre d'art. C'est lui le poète du XXe siècle. C'est parce que cet homme-là trouve une solution aujourd'hui pour reproduire qu'il est un poète. Ça va très loin. Hein. C'est-à-dire qu'à l'ère d'un texte qui s'appelle L'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique, écrite par un philosophe allemand qui s'appelle Walter Benjamin, à l'heure où le musée imaginaire est en train de se penser légèrement, commence à se penser, il y a les premières notes dans ces années-là, toutes premières notes, des esquisses qui vont se développer après, bien après, hein, dans le musée imaginaire de Malraux. Très tôt, Malraux est très sensible à la question de la reproduction. Hein. Bien sûr, ça ira avec le musée imaginaire et l'ode à la photographie. Hein. Bon, après, mais c'est aussi les grands textes d'Eisenstein consacrés à la reproduction. Alors, Eisenstein en 1931 rencontre Cocteau longuement et font beaucoup de choses ensemble, on pourra en parler éventuellement aussi. En tout cas, bref, Cocteau fait un livre qui s'appelle Les mystères de Jean Loiseleur, et il le dédicace à Daniel Jacomet, prince des poètes, qui est le phototypeur du livre. Il donne le tout à Édouard Champion, l'éditeur. Édouard Champion, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez pour certains d'entre vous, c'était un éditeur qui était... quelle généalogie, qui était sur les bords des quais de la Seine, il était entre le pont du Carrousel et la passerelle des Arts, bien abîmé aujourd'hui par les cadenas d'amour. Il va s'effondrer, bien sûr, avant de trop l'aimer, lui aussi. Voilà. Avant d'être trop aimé, on tue. Trop aimé, tue. On le sait par récemment. Hein, on le sait là, Paris est tué par trop d'amour. Cocteau, c'est pareil. Trop d'amour l'a tué aussi pour Paris. Donc, et là, Édouard Champion, vous voyez, il a sa boutique ici, c'est de là où le personnage merveilleux de l'Estingouin, vous savez, c'est le personnage qui adopte Boudu, Michel Simon, dans Chez Renoir. Hein, c'est depuis là qu'il observe Boudu en train de se noyer, hein, Édouard Champion. Il y a plein de plans qui sont faits, c'est un des rares tournages en l'extérieur de Jean Renoir à Paris, puisqu'il tourne toujours en studio. Bon, et bref, c'est là qu'il lui apporte, Cocteau, à Édouard Champion, son livre. Il comprend, Édouard Champion très vite, il décide d'en faire 130 exemplaires. Cocteau ajoute du fait un texte en disant que tout cela c'est fait pour tendre un piège à l'imprimeur et éventuellement au lecteur, Daniel Jacomet, le prince des poètes, etc. Et puis tout à coup, bien sûr, Jacomet rehausse tout en couleur, mais on a vraiment l'impression, moi la première fois que je l'ai vu,
j'ai voulu mettre le doigt dessus pour savoir si c'était de la couleur ou pas. C'était bien sûr phototypé, des années 130. Je me suis fait avoir la première fois que je l'ai vu, ce livre. On l'a rencontré chez Robert Rubin, Robert Rubin, le collectionneur. 15 jours plus tard, je le vois, je lui dis vous me le prêtez, etc. 15 jours plus tard, je le vois chez Dominique Baird, le galeriste. Je lui dis bah il le vend, Rubin. Il dit bah non, c'est un exemplaire du livre. Je dis, comment un exemplaire du livre? Il dit bah oui, il a 130 exemplaires. Comment il a 130 exemplaires? Bon, je crois que c'était une chose unique. Parce que, en plus, quelques jours plus tard, Édouard Champion rappelle Cocteau et lui dit Jean, il y a des lettres là-dessus formidables, on fait quoi comme couverture? Et Cocteau lui répond bah, les cartons dans lesquels je vous l'ai envoyé, faites-en la couverture du livre. Ah bah attendez, c'est sale, c'est taché, du café. Oui, très bien. Il y a des taches de café, des taches de gras. Je viens, et alors, je les arrange, je les détourne, je les décline. De ces hasards des accidents, je vais enfin d'en être l'organisateur. Phrase ultérieure, célèbre, mais ultérieure. Hein, bon. Et il commence déjà, il a toujours faim d'être organisateur de ce qui lui advenait. Hein. Bref, et sur cette couverture de livre, il a commencé à cerner les taches de gras, les taches de café, les maculations de doigts, les empreintes. Oh, la Méditerranée, le continent américain, toutes les taches comme ça, vous savez. Parlons clair, c'était l'époque aussi du Duchamp, pardonnez-moi messieurs, mesdames, mais Duchamp commençait à réfléchir sur des pollutions nocturnes. Il a fait un certain nombre de tableaux avec des pollutions nocturnes, hein, Duchamp, bien connu comme tel. Et à la même époque, c'est à l'époque, pas par hasard, hein, Cocteau fait, tout ça l'histoire de l'art ne veut pas le voir, elle refuse de le voir, tout ça. Hein. Et c'est au même moment, Cocteau fait aussi un livre dont la couverture est faite depuis des pollutions, hein, de tous ordres. Et donc le livre est sorti, il est fait, c'est un livre extraordinaire qui hurle son amour pour Radiguet et qui dit clairement que Radiguet est mort, il ne reste plus personne. Et lui, finalement, son talent, il dit ça dans le livre, pour ceux qui l'ont lu, il dit clairement qu'au fond son talent c'est d'avoir été le soutien, une sorte de père de Radiguet, puisque vous savez que Radiguet était hétérosexuel bon teint, il partait au bordel, pardonnez-moi messieurs, mesdames, avec Brancusi en Corse, et que Cocteau se lamentait, mais se lamentait comme un père, il était un peu plus vieux que lui, pas beaucoup, hein. Mais Radiguet avait 16-17 ans, donc il faisait ses premières armes dans la vie, Brancusi l'emmenait, et il s'inquiétait tout simplement, parce qu'on allait en Corse, puis dans des lieux mal famés comme ça, Villefranche, la Corse, c'est pas loin. Bon, bref, donc, voilà, il allait au bord de la Radiguet, mais non. Et donc, pour revenir effectivement à ce que vous dites. Donc, oui, mais alors, il n'est pas dans les collections nationales, il n'est même pas. Il est passé à 2500 €. Oui, mais comment expliquer ça? Il est passé à 2500 € en vente. J'ai appelé les gens de la bibliothèque Kandinsky, ils n'ont pas bougé d'un poil. Et vous expliquez ça comment? Par tout ce que j'ai dit avant. Il y a quelque chose qui résiste encore là-dessus, y compris parce que, par exemple, on a su très tardivement, par exemple, dans le film que nous montrons, très tardivement, hein, dans le film que nous montrons, Amélie Laforêt en permanence, c'est un petit film qui s'appelle 8 by 8. C'est un film un chant d'amour, si je puis dire, pour reprendre le titre de Genet, bien appelé ici, au jeu d'échecs. C'est Hans Richter, encore un, Hans Richter dadaïste dur, hein, qui en 1953 décide de faire un film avec Marcel Duchamp, avec Calder, avec plein de gens, avec Max Ernst surtout beaucoup, avec plein de gens. Bon. Et il veut faire venir Cocteau pour être interviewé, faire quelque chose dans le film, pour parler dans le film, pour faire le pitre dans le film aussi. Et Cocteau est dans la maison de Francine Weisweller à Cap-Ferrat, à la ville de Santo Sospir. Il ne veut pas bouger, parce que faire le voyage aux États-Unis, ça lui casse les pieds, etc. Puis bon, on est à 53-55, ça va comme ci, comme ça, quoi. Puis en plus, probablement que Hans Richter ne paye pas de voyage, etc. Parce que c'est un film fauché, un film d'avant-garde, en quelque sorte. Et il lui dit, moi je vais vous faire un film depuis la vallée de Santo Sospir, je vous envoie le morceau. Alors Richter lui dit, mais attendez, il faut m'être intégré dedans, etc. Je m'en fiche d'avoir le signé, je m'en fiche. Et comme Duchamp, il avait peu le goût de la signature, ou alors la signature, il l'utilisait
pour en faire un jeu d'esprit ou une réflexion sur la notion d'auteur. Bref, il lui fait un film et où il fait le pitre, hein, il met une coquille de verre comme ça, il se met des couronnes comme ça, il fait tout un ralenti, à l'envers, à la manière de Jean Epstein. Il connaît ses classiques, hein, il connaît ses classiques de l'avant-garde, le père Cocteau. Il n'a rien oublié en 53-55. Et il appelle Marcel Duchamp, on est en 53-55. Hein. Il appelle Marcel Duchamp pour lui dire « Marcel, est-ce que vous pourriez me faire la bande-son » Marcel Duchamp dit tout de suite oui, rien que pour embêter le Breton, trop content d'embêter le Breton, Marcel. Donc il lui dit oui. Et Marcel Duchamp lui confie un secret, un coup secret en échec. Un coup qu'il a inventé. Un coup, vous savez, imparable. Où à partir du moment où la roi, la reine, le cheval, la tour, etc. sont là, on ne peut pas le manquer si on fait telle chose, telle chose. Un coup. Il en a inventé plusieurs, Duchamp, puisqu'il s'est consacré qu'à ça. Et bien évidemment, un genre d'échec, il ne veut pas le dire son coup, il ne veut pas dire son secret. Que fait Duchamp? Il dit à Cocteau, il dit, je vais vous le dire, mais je vais vous le dire à l'envers. Je vais dire aux gens qu'ils disent, qu'ils récitent la description de ce coup à l'envers. Alors ça faisait un truc du genre, et machin, quand on parle à l'envers. Comme ça ne suffisait pas à Duchamp, parce qu'il avait quand même peur paranoïaque, évidemment, comme tout artiste qui a géré le secret dans toute sa vie, il va le faire dire en langue étrangère, en 4 ou 5 langues étrangères. En le valak, en anglais, en italien, tout. Et en plus à l'envers. Donc ce que vous entendez dans ce film, ce passage qui est un film pur jus de Cocteau, jamais crédité pour Cocteau. Et puis rien à faire. Quand on fait, j'ai encore vu des filmographies récentes, j'ai fait l'exposition, Claude Arnault a fait la biographie, rien à faire. Mais par ce film qui est un film splendide, Hans Richter, il y a tout, il y a toutes les pièces à conviction. C'est un film exceptionnel de Cocteau. C'est son dernier film en quelque sorte, parce que je crois qu'il a fait après La Villa Santos Suspira. Il faut regarder les dates. Enfin, c'est un film, c'est pleinement un film de Jean Cocteau. Eh bien, ça montre aussi que rien à faire, ça résiste. On ne veut pas dire qu'au fond, faut quand même se dire qu'en 35 ans, 37 ans peut-être d'existence du Centre Pompidou, donc depuis 1977, il y a eu environ, je crois pouvoir avancer, qu'il y a environ 85 à 90% de grandes expositions historiques qui sont liées au surréalisme. Enfin, quand même, le XXe siècle n'a pas été surréaliste, quand même, bon, il n'y a pas eu que ça pendant le XXe siècle. Il n'y a pas été que dadaïste. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a une très belle formule de Guy Debord qui n'en pouvait plus pour la même raison. Je ne sais pas si je l'avais noté là, je ne sais plus si j'avais pu lire mes notes. Mais lisez vos notes. Guy Debord parlait même d'un dadaïsme d'État. Voilà. Il disait, je vais noter, bon. Pardon? Pardon? Dites-moi. C'est pas 53. Non, mais oui, mais l'exploitation du dadaïsme après, elle a continué largement. Et au point que Guy Debord parle là d'un dadaïsme d'État. J'en trouve plus. J'ai plus grand. Voilà. Bon. Alors, pour le reste, non, bien sûr. C'est à peine passé des années 16, on sait bien, 16, 17, 18, un peu après légèrement, mais après le surréalisme arrive après, mais il y a vraiment une brocante dadaïste qui a continué de se perpétuer, etc., chez un certain nombre d'artistes jusqu'à... Les réverbères, en 1937, 38, 39, les réverbères. Oui. Une revue de dadaïsme. Oui, bien sûr, mais il a eu plein de références. Jean-Jacques Lebel continue de se réclamer du dadaïsme. Et, bien sûr. Et Picabia en 1991, bien que surréaliste, était bon. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu Debord à dénoncer une sorte de dadaïsme d'État, bien propre. Bon, et j'en trouve pas maintenant tous ces... Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire... Alors, l'autre chose, bien sûr, mais ça vous le savez tous ici, mais j'irai très vite, c'est, et là, les clichés sont têtus, c'est que, et j'ai encore entendu aussi à France Culture, une émission il y a à peine un an sur Mac Jacob, c'est, là encore, l'incapacité, semble-t-il, surtout en histoire de l'art, de revenir à des pièces à conviction que souvent les historiens s'inquiètent des travaux récents,
souvent, il y a des choses qui sont reconduites. Mais là, vous avez comment dire, un portrait de Paul Éluard, là, derrière, un portrait exceptionnel, qui est de l'époque où il se sauve de Paris à Perpignan, parce que il est l'auteur, l'auteur d'articles dans la revue de la LICA, qui était fort justement, très légitimement à l'époque, distinct du racisme. C'était pas la LICRA, c'était fort justement, et par rapport aux événements d'aujourd'hui, il faudra bien y revenir, à bien comprendre que le racisme et l'antisémitisme ne sont pas les mêmes choses. Ça ne marche pas au même, si je puis dire, je ne mérite pas ces mots-là, au même imaginaire, à la même idéologie, au même fonctionnement de la dérive mentale. C'est pas de même nature, hein, du tout. Mais donc, dans la revue de la LICA, le bloc, Cocteau continue jusqu'en 40-41 à faire des articles virulents contre l'antisémitisme. C'est ce qui vaudra à Cocteau l'accusation, l'injure par Alain Lobreau dans La Gerbe et dans Je suis partout, de homosexuels, licaïstes enjuivés. Voilà, le paquet. Hein. Homosexuel, oui, il ne l'a jamais caché, même très tôt, précocement. Licaïste, bon voilà, c'est la LICA, mais plein de gens ne savent pas pourquoi. Alors souvent d'ailleurs, j'ai vu à l'exposition au musée d'Arbonne, justement, ils avaient supprimé licaïste, parce que l'historien et les conservateurs qui faisaient l'exposition ne savaient pas ce que voulait dire licaïste. Ils n'ont pas trouvé, donc ils ont pu regarder les catalogues, enfin bon, bref. Mon Dieu. Donc, et en juillet, or, quasiment, faudrait que je regarde la date exacte, je regarde pas mes notes, c'est malin. Hein. Bon, mais en 40, juste avant de partir de Perpignan, Cocteau se promène sur les Champs-Élysées. Vous connaissez cette anecdote tous, sans doute. Je la rapporte pour ceux qui... C'est pas une anecdote, c'est une question de fond. Mais enfin, ça part d'une anecdote. Se promène sur les Champs-Élysées et il voit passer, il aperçoit passer une délégation, un détachement des LVF, vous savez, les fameuses légions contre le bolchevisme, etc., qui en fait les engagés les engagés français dans la Wehrmacht à l'époque, hein, milice, ça fait besoin, qui partent faire le coup de poing et démolir les Champs-Élysées, dont le fameux café Zazou à l'époque, qui est un café branché de l'époque, si je puis dire, qui je se demande d'ailleurs comment il pouvait tenir. C'est d'ailleurs pour ça, c'est parce qu'il tenait anormalement sous l'occupation allemande qu'il partait le démolir. Et Cocteau, il porte le drapeau français. Hein. Et bien sûr, c'est Doriot qui organise ça. Ils sont 130, 140, 150, je ne sais plus combien environ, c'est ce genre, c'est comme du monde quand même. Et c'est Doriot, le sinistre, qui organise tout ça. Et Cocteau ne salue pas, comme ils en appelaient au badaud, il ne salue pas le drapeau français, en disant quand même, c'est vraiment, c'est l'occupant, c'est eux, ces mecs-là portent le drapeau. Il ne le salue pas. Il lui tombe dessus, il le tabasse, et vous savez, c'est ce fameux jeu de mots de Cocteau. Alors après, il a un gros cocard comme ça, il s'en va à Perpignan, il envoie un petit mot. Je crois que c'est à Éluard qu'il envoie un dessin, un autoportrait, des multiples autoportraits, avec un œil comme ça. Il dit vous avez vu, cher Paul, ce beau compère Doriot. Je ne sais pas si vous savez, moi j'ai su, mais vous savez ce que c'est qu'un compère Doriot? C'est un beau sur l'œil. Donc un compère Doriot. Ça a la rigolade, si ce n'est qu'il a failli être tabassé, et resté, il a été tabassé, mais laissé pour mort, et donc, et ça venait de mal en pis, il a eu une maladie de la peau en même temps, bref, il s'est barré à Perpignan, parce qu'il faut se souvenir quand même que, pendant que les mains sales étaient jouées à Paris, tranquille, Jean-Paul Sartre, le philosophe engagé, il le fut. Et en tout cas, c'est ce moment où Jean-Paul Sartre dit en 42, 43, non, en 44, pardon, en 44, les lettres françaises encore clandestines dénoncent Jean-Paul Sartre parce que celui-ci déclare cette période de l'occupation est la période la plus libre que la France ait connue. Après, ça on les justifie après en disant oui, mais enfin, je voulais dire comme ça parce qu'on a été dans un libre choix, soit on choisissait la résistance, soit on choisissait l'occupation. Oui, d'accord, ça, en effet. Enfin, c'est quand même pas une raison pour dire que c'est ça qui définissait la qualité de liberté de la France de cette époque. Hein. Bref. Cela dit, donc, tout ça c'était joué. Et donc, le nomenclature allemande assistait aux premières des mains sales. Allez voir Jean-Paul. Il
faut se souvenir quand même que Cocteau, pendant toute l'occupation, a été interdit. Interdit de publier, interdit d'être joué au théâtre, hein, parce que d'abord Bernard Grasset, son éditeur, est collabo, hein, et voilà, Cocteau, ça passe pas. Il ne l'édite pas, et voilà, et donc c'est comme ça. Hein. Et j'en passe des meilleurs, son combat, qui n'a rien à voir avec l'occupation, évidemment, que par c'est son combat pour sortir Genet. Enfin, il y a quand même du culot, quand même, parce que Genet, quand même pas ce qui est mieux vu par l'occupant. Hein. Et c'est aussi surtout son combat pour sortir Mac Jacob. C'est pour ça que j'ai entendu cette émission encore. J'ai essayé d'appeler, vous savez, machin, France Culture, mais j'ai pas pu avoir quelqu'un quand il a quand même rectifié. Il obtient la libération, il gagne la libération de Mac Jacob. Il l'obtient, il a tout. Et Mac Jacob meurt de froid à Drancy, mais c'est presque à quelques heures près. Il serait sorti sinon, Mac Jacob. Hein. Et vous savez, vous connaissez bien sûr, je l'ai montré d'ailleurs, la lettre à l'exposition de 2003, Mac Jacob qui avait écrit déjà à Cocteau et à Guitry, à Sacha Guitry, pour essayer de sauver sa sœur qui fut arrêtée et déportée 2 ans environ, je crois, 2 ans, pardonnez-moi, je ne dis pas mes notes, hein, 2 ans avant. Et Sacha Guitry lui avait répondu en disant écoute, cher Max, si c'était pour toi, c'est ça la lettre, elle existe encore la lettre, si c'était pour toi, je pourrais avancer, je pourrais faire des choses, etc. Et pour ta sœur, non. Bon, bien. Je ne sais plus ce que Cocteau avait fait pour cette occasion. En tout cas, je n'en sais rien. En tout cas, lorsqu'il est arrêté lui-même, Mac Jacob, depuis Drancy, une lettre terrible, bouleversante, de laconisme, une lettre qu'il envoie à Sacha Guitry, qui lui dit « Maintenant, c'est moi, Max. » Point à la ligne. Voilà. Donc, être terrible. Hein. Mais, Sacha Guitry, qui sera lui embêté hein, après l'occupation. Vous savez, il avait écrit ce livre, que je dois dire, beau livre, hein, troublant, drôle, bien sûr, comme toujours, mais 60 jours de prison, là, le fameux livre où il raconte ces 60 jours de détention, parce que par la commission d'épuration de la littérature, après la guerre, enfin, après la libération, il se fait, avec quand même un certain nombre de raisons, il se fait quand même, on lui demande des comptes. Hein. Cocteau, rien, parce que je notais ça tout à l'heure, les critères qui faisaient que un homme pouvait être coupable devant la commission d'épuration, je notais les critères, il n'en relevait d'aucun. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Cocteau ne s'est pas présenté à la commission d'épuration, hein, et qu'à l'intérieur de la commission dite d'épuration, donc il y avait donc Paul Éluard, il y avait Aragon, il y avait un paquet de communistes dedans à l'époque, et bien sûr, on lui demande même pas de venir. Immédiatement, on l'absout de tout. Hein. Parce qu'en plus traîne bien sûr cette histoire terrible, hein, de Brecker. Hein. Je pense que tout le monde connaît, parce que François Truffaut l'a remis en mémoire, l'a réactualisé. Hein. C'est Le Dernier Métro, vous vous en souvenez, hein, avec Gérard Depardieu, qui joue le rôle en quelque sorte de bruit, le micro, je tripote, qui joue le rôle de Jean Marais, en quelque sorte. Hein. Ils sont donc ils sont à Paris, Cocteau est de nouveau à Paris, lui, rue de Montpensier, ils vont au théâtre Édouard VII, je crois que c'est le théâtre Édouard VII, c'est pas le théâtre en bas de chez lui, c'est le théâtre Édouard VII. Il est avec Marais, qui vont voir une pièce de théâtre dans laquelle Marais ne joue pas. Ils vont pas, j'ai su la pièce de théâtre, mais j'ai pas mes notes, bon. Donc, et Marais qui, au moment fut, s'il y a eu, à cette époque, dans le monde du spectacle, un homme courageux, on peut toujours discuter de ses talents d'acteur ou autre, je sais pas, mais s'il y a eu un homme courageux dans le monde du spectacle, c'est bien Marais. Un homme, alors par ailleurs, vous parlez de morale, alors, quel homme magnifique sur un plan moral, et politique, et un courage extraordinaire. Marais voit Alain Lobreau. Enfin, c'était raconté par Cocteau, c'était raconté par beaucoup d'autres témoins. Pardonnez-moi pour ceux qui étaient là samedi, parce que je l'ai raconté une première fois, l'autre fois, mais bon, jamais pareil, on la revit toujours de l'intérieur, parce que c'est ça qui m'ont fait aimer Cocteau, c'est sur ces injustices-là qui m'ont fait beaucoup aimer, me mettre d'entrer en Cocteau, si je puis dire. Marais voit Lobreau, qui était très connu à l'époque, à la Gerbe, je suis partout, et il était connu aussi comme étant un indicateur de la Gestapo. Hein. Et Marais, bien que retenu,
tentant, vous imaginez, Cocteau qui est comme une allumette et Marais qui est balèze comme un... voilà, il lui échappe et Marais donne un coup de poing dans le visage de Lobreau qui roule dans le caniveau. Puis voilà, terminé. Hein. Et le soir même, on dit que le soir même, enfin il y a beaucoup d'études dans ce domaine, il y a des recoupements de choses, il y a des gens qui sont vraiment sur les détails de la vie de Cocteau, etc., comme d'autres sont sur les détails du chant et autres. Il y a vraiment une sorte de maniaquerie comme ça sur la biographie. On dit que c'est le soir même qu'il appellera Arnaud Brecker, qu'il connaît quand même depuis 1913. Hein. Il ne connaît pas Arnaud Brecker comme un instituteur du Reich, il le connaît comme un homme érudit, pardonnez-moi je vais le dire comme ça, hein. Un homme érudit, un homme cultivé, et ils lisent Goethe ensemble depuis très longtemps, ils discutent d'ailleurs Goethe ensemble, parce que Cocteau lit très bien l'allemand. Hein. Cocteau lit l'allemand parce que c'est un symboliste au fond, ses racines sont profondément symbolistes, romantiques, hein, au début de sa formation au niveau littéraire. Hein. Et il l'appelle, mais il l'appelle parce qu'en plus Brecker est déjà intervenu pour Picasso, excusez-moi du peu. Hein. Parce que Picasso reçoit aussi les Allemands dans son atelier de la rue des Grands Augustins. Hein. Picasso, Dieu absolu pour Cocteau. Oui, bien sûr. Et vous savez, c'est la fameuse anecdote apocryphe, peut-être, mais on la raconte toujours, mais elle est tellement extraordinaire, c'est lorsque les Allemands, on sait qui d'ailleurs, on sait qu'il y avait peut-être Ernst Junger, hein, celui qui fait ce fameux journal, le journal de la Solonne, je crois, hein, c'est ça, le fameux journal de Ernst Junger, magnifique texte. Voilà, un des Allemands, un des officiers allemands dit à Picasso, parce que Dora Maar est là, Dora Maar qui photographie depuis 1931 Cocteau, elle est là-bas, qui à l'époque la compagne de Picasso, c'est elle qui d'ailleurs enregistre comme un véritable reportage quotidien l'évolution de la fresque Guernica. Tout est là, au sol, et un Allemand dit à Picasso, ah, cher Picasso, c'est vous qui avez fait ça, et Picasso lui aurait répondu, non, c'est vous. Il aurait pu dire ça, c'est peut-être apocryphe, mais il a pu dire, parce qu'il en a dit pas mal de comparables. Il a beaucoup d'esprit, bien sûr, son esprit avec son génie. Mais donc, et là, il appelle Brecker et il lui dit, fais vite pour intervenir, parce que Brecker était intervenu pour défendre Picasso aussi parce qu'il y avait beaucoup d'attentats de la résistance contre les officiers allemands dans le métro et ailleurs, et on sait que Brecker et quelques autres, hein, et également Otto Abetz et la femme d'Otto Abetz qui était très amie avec Jean Cocteau, ce qui lui a servi parfois à défendre des gens en passant directement par Abetz, hein, par la femme d'Otto Abetz, à défendre des dossiers. Hein. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous suis les Dominique. Oui, oui. Voilà. Donc, oui, Brecker était intervenu pour dire calme, ne faites rien à Picasso. Doucement, parce que les attentats sont déjà comme ça, n'en rajoutons pas. Hein, parce qu'on savait bien aussi qu'un certain nombre de résistants étaient des intellectuels, étaient des poètes, et les lettres françaises n'étaient pas connues de tout le monde, elles étaient clandestines, on savait bien que les lettres françaises fédérées avaient tout un lien avec les communistes, et pas seulement les communistes, les socialistes, les gaullistes résistants. Mais là où c'est très complexe, donc tout ça, c'est comme si l'histoire n'en tenait pas compte, comme si on voyait encore l'occupation comme une chose noire, sans complexité, sans mixité des relations. Il faut quand même savoir qu'Avenue Foch, la fameuse famille d'origine argentine, les Anchorena, hein, Avenue Foch, qui recevait... c'était bon de manger un gigot en pleine occupation, parce que à part le marché noir, on ne bouffait pas beaucoup de gigot le soir. Hein. On allait chez les gens de Chorena, il y avait qui? Il y avait Lise de Harme, la maîtresse, de André Breton, résistante. Hein. Il y avait Paul Éluard, hein, qui clandestinement avait une double vie, si je puis dire. Il avait toutes les vies de Paul Éluard. Ma femme, s'il en fut, et par ailleurs aussi homme de résistance, s'il en fut aussi.
tout le monde. Il y avait Cocteau, bien sûr, beaucoup de gens se rassemblaient, il y avait des lieux de mondanité, de rencontres. Enfin, l'histoire de l'occupation est à faire. Elle reste à faire. Il n'y a pas, à ce jour, de mon point de vue, un vrai mot bien, enfin une vraie pensée sur l'occupation qui a été très très complexe à beaucoup de titres. Et pourtant. Et pour ça, ça continue, on continue à dire Cocteau. Bon, ça rien à faire. Voilà. Rien à faire. Et donc, il n'est pas dans les collections nationales, et pourtant, il y a de jeunes artistes. Oui, alors, qui, voilà, est-ce qu'on peut passer parce que là, mon cher oui, bien sûr. Alors, non, mais pour Rivette, parce que je me suis pris. Non, parce que j'avais été frappé un jour parce que Rivette m'avait dit, on a aimé Cocteau Nouvelle Vague. Oh oui, mon Dieu. On a aimé Cocteau Nouvelle Vague parce que, eh bien, relis, me dit-il, relis les enfants. Revois, il m'avait dit, revois Rivette qui j'avais pas compris dans un premier temps que c'était le film. Moi j'avais pensé, revois les enfants terribles, repense aux enfants terribles, une chose comme ça. Moi je dis, je regarde le film. J'apprendrai plus tard que Rivette, sur le tournage des enfants terribles, dans la maison de Weisweller, je regarde bien, c'est Huguet qui est là. Non, c'est la maison de. Je sais plus qui est la maison. Ils sont au place des États-Unis, le tour, dans la cour. Noël. Noël. Non. C'est oui, bien sûr, oui, je suis bête parce que c'est comme ça que Nicole de Rothschild fait connaître les Weisweller, enfin, Francine fait connaître Francine qui est une Rothschild, et mariée avec Weisweller. C'est comme ça que Cocteau finance son film à l'époque. Hein. Et Rivette est sur le tournage. Et bien sûr, il me raconte, comme Nicole Stéphane, je le dirai plus tard, Nicole Stéphane, l'actrice, je dis ça pour les plus jeunes, l'actrice sublime des Enfants Terribles. Vous savez, j'étais amoureux, moi, si longtemps, avec sa cote de travail, là, bon bref. Elle est étrange, la théorie du genre, là, dis donc, à cette époque, hein, c'est quelque chose. Hein. Ils n'ont rien inventé, ceux d'aujourd'hui. Et alors, Rivette me dit, mais tu ne peux pas savoir, il était... Melville n'était pas toujours en forme, etc. Cocteau était insupportable. Il était insupportable. Et il dirigeait tout. Chaque fois que Belleville disait quelque chose, Cocteau passait derrière lui, il disait non, tu voudrais bien pas comme ça. Bon, Belleville en avait marre, pas content, etc. Bon, et c'est pour ça que j'ai toujours pensé Les Enfants Terribles est un des plus beaux films de Cocteau. Hein. Je ne vois pas comment il s'inscrit dans la filmo de Melville. Bref, et il me dit, et je ne comprenais pas. Et bien plus tard, je vous renvoie, et là je comprends tout. Et après, quand Godard visitera l'exposition Cocteau, j'en parlerai. Enfin, Godard, il faut quand même savoir qu'il a volé. Il est kleptomane, hein, oui, tout le temps. Oui. Il a piqué la caisse des cahiers, il a fait un premier court-métrage avec la caisse des cahiers, il a piqué une seconde fois la caisse des cahiers du cinéma. Bon, c'est très connu, vous lisez la biographie, c'est très connu. Mais Godard me le confirme, ça, il avait volé le journal de la Belle et la Bête à Lausanne. Et Freddy Buach, qui vient visiter l'Expo Cocteau à Paris en 2003, l'exemplaire du journal de la Belle et la Bête, c'est Godard qui l'avait prêté. Je voulais un à l'époque, j'en trouvais pas. Je connaissais à l'époque que non Godard déjà depuis longtemps. Il me prête le sien. Et Freddy Buach, le directeur de la Cinémathèque de Lausanne, dit c'est le nôtre qu'il dit. Et c'était Godard qui avait piqué le journal de la Belle et la Bête, l'exemplaire dans la bibliothèque de Lausanne, parce que c'était un livre exemplaire, extraordinaire. C'est là où Cocteau dit, à l'époque où il écrit le journal de la Belle et la Bête, vous savez, ce journal qui tient au jour le jour les affres, si je puis dire, parce qu'il y a les affres de la peau et tout ça, mais les affres de la production, et qui commence à introduire, assez parallèlement, à peu de temps de près, avec ses entretiens sur le cinématographe, la notion de bricolage. Le bricolage en cinéma. J'attire votre attention que c'est quasiment à 1 an, 2 ans près, les années où Claude Lévi-Strauss, dans La Pensée sauvage, introduit la notion de bricolage, hein, pour reconstituer les structures de parenté qui expliquent que telle tribu, telle autre, etc. Tout ça, c'est du bricolage. Comment dire, Lévi-Strauss fait un développement au début de La Pensée sauvage sur le fait qu'un artiste, c'est une concaténation, je puis dire, du savant et du bricoleur. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment Cocteau
qu'on a tellement tenu à l'écart, qu'on continue à tenir à l'écart, hein, est un homme qui est pleinement manie tous les concepts structuralo esthétiques d'une époque qui est en train de se construire. Hein. Bon, de la même manière que sur les questions de l'autobiographie, etc., Barthes reprendra les choses de Cocteau. Et alors donc Rivette. Parce qu'il faut laisser voilà, le temps, effectivement, oui, pour les questions. Et je relis pour l'occasion, je relis Les Enfants Terribles, parce qu'il dit, tu ne peux pas savoir, me dit Rivette, donc. Rivette, il dit, et Rivette dit, tu peux pas savoir que dans Les Enfants Terribles, comme il va vite à réduire en si peu de choses, en si peu d'expression, en si peu de temps d'expression, hein, une chose considérable qu'il résout en une ellipse dont nous avons tiré, nous, toute notre conception du montage. Et alors là, vous vous souvenez dans Les Enfants Terribles, rassurez-vous, ça va pas être long, puisque c'est l'éthique. Dans Les Enfants Terribles, il y a, vous savez, Elisabeth s'en va, quitte la chambre, et elle se marie avec Michael, l'Américain. Alors vous savez, il sera parti de tout ça, et puis c'est quand même pas rien, quand même. Elle l'épouse, tout ça, voilà. Alors, ça commence ici, hein, là, tout ça, et ça finit ici. Mais en l'espace d'une page, c'est là que Cocteau dit qu'il y a la chose, etc. Et puis après une cérémonie rapide, où témoignèrent les hommes qui géraient la fortune incalculable du marié, Michael décida, pendant qu'Élisabeth et Agathe s'installeraient, de passer une semaine à Aise, où il faisait bâtir, l'architecte attendant ses ordres. Il prenait la voiture de course, la vie commune commencerait au retour. Mais le génie de la chambre veillait. Est-il presque besoin de l'écrire? Cette sublime remarque de Cocteau, c'est incise. Il dit, est-il presque besoin de l'écrire? Vous voyez, c'est déjà le cinéaste moderne qui réfléchit sur son propre mode de production en train de regarder son écriture. C'est du Claude Simon. Hein, c'est du Claude Simon déjà. C'est déjà l'écrivain qui dit, je suis en train de l'écrire, je suis en train de vous dire comment je l'écris et pourquoi je l'écris. C'est déjà quelqu'un qui a introduit, qui réfléchit sur ses moyens de production. Hein. Bon. Il dit, mais le génie de la chambre veillait. Est-il presque besoin de l'écrire? Sur la route, entre Cannes et Nice, Michael se toit. Bon. Sa voiture était basse. Une longue écharpe qui lui enveloppait le cou et flottait s'enroula autour du moyeu. Elle l'étrangla, le décapita furieusement pendant que la voiture dérapait, se broyait, se cabrait contre un arbre et devenait une ruine de silence, avec une seule roue qui tournait de moins en moins vite, en l'air, comme une roue de loterie. Terminé. Alors je vais faire pareil. Et là, après, je suis revenu voir Rivette. Il m'a dit, bah oui, c'est là que tout s'est joué pour nous quand on a lu ça. On s'est dit, dans une telle capacité de concentrer avec si peu d'expressions, si peu de mots, si peu de phrases, si peu d'organisation de l'espace littéraire, comme dirait Blanchot, hein, autant de choses en même temps, eh bien, on s'est permis tout d'un coup, nous, face au cinéma français de qualité, de faire ce cinéma, celui de Rivette, de Godard, de Truffaut, qui va à coup de serpe dans le montage, dans le temps réel, hein, pour le restituer. Hein. Ici, il n'y a pas par l'eau de la cuillère, hein, pour que la fable soit réduite à l'os de la narration. C'est-à-dire, Cocteau est vraiment quelqu'un qui, probablement, dans ces années-là, est celui qui débarrasse la fable de toute graisse narrative, de toute enflure, et qui, probablement, a, pour une certaine part, été lu, vu par des gens du nouveau roman. En tout cas, je peux vous dire que, et j'en terminerai là, lorsque j'ai fait le catalogue du Centre Pompidou et que j'ai demandé à un auteur si loin de Cocteau, Michel Deguy, baudelairien, ok, de ce point de vue-là, via Baudelaire, il pouvait être proche de Cocteau. Enfin, très loin, plutôt structuralo, quoi, quelque chose. Hein. Et il me dit, à la suite, après, il y a la biographie de Claude Arnaud, il y a l'exposition, tout ça, bon, il y a le Centre Pompidou, auquel j'impose l'exposition. J'étais traité de révisionniste, hein. Pas mal quand même. Hein. J'avais le pouvoir, donc je m'en suis servi pour faire l'exposition. Hein. J'étais directeur du centre. Bon. Mais vous n'avez pas pu acheter. Non, mais Michel Deguy me dit, avec la voix de Stentor, ici il était là, il s'en souviendrait, j'en suis sûr, j'espère, et il me dirait, je l'entends encore me dire, mais tu nous donnes enfin l'occasion de ne pas avoir honte de parler de Cocteau. Vous vous rendez compte? Et c'est pas fini, C'est pas fini parce qu'il y a vraiment un combat contre l'injustice, contre une certaine forme de bien-pensance, sur des stéréotypes qu'on ne veut pas réinterroger, et puis surtout, du coup, on ne veut pas regarder
C'est vrai qu'il y a une production faible à la fin de la vie de Cocteau. C'est vrai que le Testament, le dernier film, n'est pas si bon que ça. C'est vrai que la production, là, la chaîne, etc. Parce qu'en plus, Jean Marais, qui l'a beaucoup aidé en 1947 en lui permettant d'acheter Billy-la-Forêt. Sans Marais, il était à la rue, hein, vraiment. Après, Jean Marais a voulu être lui-même aussi un peintre, un dessinateur, et souvent, il a un peu poussé du coude de Jean Cocteau pour que Jean Cocteau dessine à la manière de Jean Marais. Un peu, hein, bon. Après, ça n'a pas arrangé les choses. Hein. Bon, mais par ailleurs, j'aime ce que je vous ai dit de Marais tout à l'heure, hein, magnifique. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'empêche que si vous croyez que Balthus serait considéré comme un grand peintre, si on regardait les derniers tableaux, vous croyez même qu'un homme comme Fernand Léger, que je mets au-dessus de tout, hein, serait un grand peintre s'il avait fait que si on regardait que ces ouvriers accrochés aux poutrelles du progrès à la fin, là, partie de campagne, tous les trucs qui sont à Biot, qui sont magnifiques, mais qui ne sont magnifiques que lorsqu'on les remet dans une perspective esthétique et historique de toute l'œuvre de Fernand Léger. Il y avait des bons porte-parole. Oui, de qui par exemple, Balthus. Oui, il y a des bons porte-parole, mais je suis en train de vous dire simplement que Balthus ne serait pas, s'il avait fallu ne prendre que la fin de l'œuvre, hein, on pourrait en prendre plein. Les derniers de Stahl ne sont pas les meilleurs. Hein, bon, il y a plein de choses comme ça. Bon, alors, bien sûr. Mais est-ce que vous ne voulez pas, par exemple, que le public puisse vous poser quelques questions? Non, c'est fini. J'avais dit 1 heure. Alors, soyez conciliants. Alors, oui, si vous voulez. Parce qu'il y a énormément alors, si vous voulez, on peut regarder, là, ici. Non, je me suis arrêté un petit peu sur de la polémique exprès, parce que tout le monde ici connaît ce qu'a fait Cocteau, et je voulais revenir un peu sur quelque chose qui résiste, et qui donne son sens à cette exposition qui est ici. Il y a une des artistes qui est dans la salle, d'ailleurs, qui a travaillé dans cette exposition, si mon ami voulait bien en remettre des images. Et il y a des gens, bien sûr, il y a Andy Warhol, il est plus jeune, lui. Qu'est-ce qui lui a pris, Andy Warhol? Il y a une belle photographie d'Andy Warhol là, dans l'exposition. Mais il y a des gens de 27-28 ans hein, qui ont fait des pièces en référence à Cocteau, hein, ici. Il y a des gens... Vous voyez, cette jeune fille là qui a fait cette installation qui sort tout droit de l'école des Beaux-Arts, elle a 27-28 ans, le miroir là. Elle a été nourrie au petit des Cocteau parce que ses parents l'ont emmené voir la palette Le sang d'un poète. Donc elle a fait ça. Elle s'appelle Margot Brickler. Alors là, vous voyez, là à côté, si on pouvait le bloquer, je sais pas. Là, j'ai mis des dessins du rocker. Ah ben là, Valérie Saulnier qui est là-haut, voilà, c'est une grande mine de plomb. Vous avez reconnu le château de Raret. Là, c'est Marc Bruce, un vieux de la Beat Generation, qui a fait cette main comme ça. Ça, c'est Françoise Petrovitch avec ses gants. C'est Marc Bruce encore, qui est ici. Vous voyez, ce sont des gens d'aujourd'hui, contemporains, dont on ne dit pas aujourd'hui. Ça, c'est Claude Lévesque. Hein, Venin, c'est un Venin, ça s'écrit, cet accollier qui écrit Venin, hein, ici. Et là, c'est un dessin de Denis Pusseresque au-dessus. C'est la petite expo qui est 12 rue de Picardie, qui va réouvrir, là, passer la Fashion Week, il y a un peu de temps. Là, vous avez un très beau vidéo d'Hélène Delprat à gauche, où on entend la voix de Nicole Stéphane. Là, sur la droite, vous avez des dessins du rocker Alan Vega, hein, un rocker pas recommandable, hein. Et puis des dessins de Cocteau. Là, vous avez vu là-bas, vous voyez une pièce de Dorothée Smith, une jeune femme aujourd'hui un peu dans le coup, qui a fait ce portrait sans visage, hein, en quelque sorte, cet auto-portrait sans visage, en plein de Cocteau, ça vous dit quelque chose, hein, c'est sur les autoportraits sans visage. Donc voilà. Et là, les masques qui sont là, ce sont des masques faits par Meryl Levis, qui est un jeune petit garçon qui fait des compositions avec avec de la couture, des choses, des masques, tout ça, et il adore Cocteau. Voilà, donc c'est pour dire que c'est toujours vivant, hein, c'est toujours inspirateur. C'est aussi un peu aspirateur, comme vous le voyez avec moi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, cette main qu'on voit dans bronze au premier plan, qui est une main de Marc Bruce. Alors lui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne le savait pas. Il n'avait jamais pensé à Cocteau, lui. Il a une main avec on ne sait pas si c'est sur des lèvres ou un sexe féminin au milieu. Et bien évidemment, ça rappelle évidemment la main dessinée dans Opium, mais aussi, bien sûr, la main du poète, du sang de la poète. Hein. Tout ça, il y a Henri Foucault aussi, qui travaille aussi avec les strass, tout ça, qui travaille avec des petits objets qu'il tord, un peu comme les objets des bourre-pipes de Cocteau. Et là, c'est des mains de un garçon qui s'appelle Jérôme Borel, avec ses mains là, comme ça, qui viennent. Bien sûr, les mains chez Cocteau, je ne vais pas vous faire un dessin, ça a de l'importance.
Voilà résumé ce que je voulais vous dire ce soir sur Cocteau. Mais vous sentez bien que moi j'ai voulu ce soir vous en parler, non pas pour revenir sur l'œuvre de Cocteau, vous la connaissez, vous êtes là, sans doute pour des raisons non pas de découverte, mais des raisons de confirmation. Vous avez bien raison. Mais je voulais justement réinsister sur cette injustice très profonde qui continue d'entacher d'une certaine manière cette œuvre. C'est ce à quoi s'est consacré Pierre Berger, hein, qui pendant de nombreuses années ne prêtait pas, puisqu'il a le droit moral, hein, ne prêtait pas les œuvres qui n'a pas sa possession, mais le comité Cocteau possède un fonds très important qui a été légué, qui a été donné en quelque sorte en gestion par Édouard Zermitt. Hein. Mais longtemps, Pierre Berger refusa qu'il y ait des expositions consacrées à Jean Cocteau, parce qu'il trouvait que c'était encore remettre sur le chantier le Cocteau de la fin. Le Cocteau de la fin dont il pense, Pierre Berger, moi aussi, et beaucoup d'autres, qu'il faut un peu l'oublier, parce que c'est le Cocteau trop aimé, très aimé, mal aimé. Hein, et pas toujours forcément par une cocteaulatrie qui le sert. Hein. Il y a un Cocteau novateur, ce côté incroyable, impertinent qui consistait à faire en sorte, vous savez, comme on dit, comme les jeunes disent aujourd'hui, bon, ça, fait. Il était dadaïste, allez, 3 jours, fait. C'est réalisme, il essaye, fait. Constructivisme, c'est fait. Crac, dans 3 heures. Bon, il y a ça chez lui. C'est-à-dire que la vitesse chez Cocteau, vous savez, qui est un de ses thèmes, hein, comme Marcel Duchamp, c'est pas par hasard, vous avez tous les tableaux de Marcel Duchamp qui se terminent par un homme, une jeune femme, ou le roi, la reine dans un train, vite. Hein, c'est un titre d'un des grandes œuvres de Cocteau, hein. Être vite, hein, de Marcel Duchamp à Georges Junier et bien d'autres, être vite. C'est pas être un homme en vitesse, c'est pas être un homme rapide, c'est être un homme vite. C'est-à-dire être un concept de soi-même de vite. Hein, d'être soi-même vitesse. Hein, c'est ça que ça veut dire. C'est pas aller vite, c'est être soi-même de la vitesse. Hein, c'est être en vitesse, comme on le dit, hein, comme on rentre en Cocteau, comme on entre en un art. Hein, c'est être en vite. Hein, et en vie, peut-être. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, il a fait un livre, Cocteau, qui est méconnu comme étant le grand livre sur la vitesse, c'est Opium. Puisque Opium ne parle pas de désintoxication des drogues. Cocteau, dans ce livre, ne parle que d'une seule chose, ne parle que de ça. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est d'être vite? Aller vite. Hein, c'est-à-dire l'accélération que l'opium donne à la tête. On pense que l'opium ralentit, etc. Comment Cocteau dit que le corps qui est ralenti donne une autre vitesse, une autre nature conceptuelle. Hein. Il a bien vu ça chez Picasso, avant tout le monde, hein, bref. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il y a vraiment une injustice profonde. Et on continue de considérer que cet homme... et c'est pour ça que donc, Berger a souvent refusé. Et moi, quand je suis venu le voir, je lui ai raconté mes 100 mètres, là, tout ça. Et il m'a dit, ah, tout. Et il a demandé que, vous savez, on paye des droits quand on utilise des images d'un artiste à la DAGP. Pierre Berger avait, pour l'occasion de cette exposition au Centre Pompidou, avait renoncé à la remontée de droits. C'est important, les droits, puisque ça sert aussi à payer, en quelque sorte, à rémunérer les héritiers, hein, dont Pierre Berger s'occupe, aussi protège, hein, en quelque sorte. C'est pas l'argent qui remonte, c'est pas pour Pierre Berger. Hein, lui, il s'occupe de le répartir aux héritiers. Mais il avait accepté, là, il avait, jusqu'à, probablement, je ne l'ai pas su, je ne veux pas le savoir, mettre la main à la poche, autrement dit, parce qu'il a fallu qu'il assure auprès des héritiers, parce qu'il était tellement content qu'on fasse enfin, dans cet endroit, le centre Pompidou, enfin, hein, là on est à tête révisionniste lorsqu'on propose une exposition de Cocteau, hein, il était content qu'on fasse enfin un Cocteau qui n'est pas celui de... Ah oui, je sais pas quoi, de la Jean-Chien de Suse, ou même de la Chapelle des Simples, hein. C'est beau, etc., mais c'est pas quand même ce qu'il y a de plus beau, quoi. Le grand Cocteau, c'est celui que vous voyez là, qui est derrière le monsieur qui est là-bas, qui prend la parole de manière intempestive. Voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Je fais d'être l'organisateur de vos interventions comme Cocteau, vous savez, c'est bon. Donc, et donc là, vous avez au centre du mur, là, vous avez cet extraordinaire collage
Je ne résiste pas de vous dire, il n'y a aucun commentaire, hein, c'est 1926, et les seuls commentaires de ce collage qui appartient à un ensemble de près de 51, peut-être, on n'en est pas sûr, je ne résiste pas à vous dire ce qu'il disait essentiellement à sa mère, Cocteau. Hein. Et comme Roland Barthes, d'ailleurs, Cocteau dit à sa mère des choses qu'il ne dira à personne d'autre. Il n'y a qu'à sa mère qu'il dira certaines choses. Comme Roland Barthes dira à sa mère, vous savez que c'est le centenaire Barthes, hein, cette année 2015, et c'est très confondant. Moi, je me suis risqué d'ailleurs à comparer Cocteau et Barthes dans le catalogue, et je n'en regrette pas. Surtout sur ce que Barthes appellera l'hyperesthésie conscientielle, hein, c'est-à-dire le côté Valérie chez Cocteau, c'est-à-dire le fait de, vous savez, comme Monsieur Test de Valérie, hein, Cocteau ne cesse de penser qu'il pense, qu'il pense, qu'il pense, qu'il pense, qu'il pense, qu'il pense. Monsieur Test. Voilà. Relisez, Monsieur Test. Breton aimait beaucoup. Ah, Breton aimait beaucoup Valérie. Absolument. Breton aimait beaucoup absolument. C'est vrai, c'est ce qu'ils avaient en commun, Cocteau et Barthes, c'est d'aimer Valérie. Mais donc, alors à sa mère, Cocteau, pour ce collage, pour ce type de collage, c'est magnifique. Il dit du matin au soir et du soir au matin, je colle, je découpe, je brosse, j'écrase des pastels, je fais fondre du brou de noix, je mélange du rouge à lèvres et de la cire à cacheter, etc. Le résultat sera une exposition pour cet hiver. Je ne veux pas écrire, je ne veux pas écrire. Je cache ma plume d'écrivain. Je veux dessiner et mettre du silence entre Orphée et Oedipe. Ça, c'est en août 26. Hein. Il dit encore, je me partage entre Oedipe. Alors, vous savez qu'Oedipe, quand il parle d'Oedipe, c'est quoi? Ça veut dire qu'en 1926, il fait une année incroyable, il fait opéra, plein chant, mystère de Jean Loiseleur, à peine fini, etc. Enfin, moi, c'est dingue. Et il fait surtout le livret de l'opéra oratorio de Stravinsky, Oedipus Rex. Donc il dit, il a sa mère, il dit, je me partage entre Oedipe, donc l'opéra oratorio de Stravinsky, et l'exposition des 4 chemins. Ça devait être le nom de la galerie. Je n'ai pas recherché, je m'en souviens plus, mais ça devait être le nom de la galerie où il allait exposer. 50 collages. On en a gardé que 7 ou 8 aujourd'hui, on en connaît que des traces. Hein. Dans celui-là, peut-être, hein, on ne sait pas s'il est dedans. Pour cette exposition, dit-il à sa mère, le 30 août 1926, pour cette exposition, je ne lis pas mieux que... Je veux renouveler et inventer. Ma chambre est devenue une usine à dessin pleine de colle, pleine de cire, d'encre, de craie, de brou de noix, etc. Quand on frappe, je couvre tout avec des vieilles chemises. Je travaille toujours, dit-il le 15 septembre, 15 jours plus tard, je travaille toujours comme un homme de la Renaissance, enfermé dans son laboratoire. Impossible de m'ennuyer une minute au milieu de mon étrange attirail. Maintenant, je sculpte avec du débourre-pipe. On dirait de la neige. Donc, l'exposition aura lieu du 10 au 28 décembre 1926. Mais on ne sait pas si cet objet-là en faisait partie. Alors, évidemment, cet objet est magnifique parce que c'est déjà la cure de désintoxication. Vous avez vu que le corps est coupé en morceaux, déchiré. C'est déjà les dessins d'opium. Hein. Ils ne sont pas loin, les dessins d'opium, ils arriveront très vite. Hein. C'est déjà, ça fait mal, hein, celui-ci. C'est très proche d'Antonin Artaud, par beaucoup d'aspects, hein, dont, bien sûr, le très docteur spécialiste d'Antonin Artaud à la BNF ne veut pas entendre parler de rapprocher les dessins de désintoxication de la même époque de Cocteau et d'Artaud. Hein. Il n'est pas possible qu'il sache, en tout cas, à cette époque, Artaud ne fait pas des dessins comme ça encore, je peux vous dire. Bon, bref, c'est plus tard. Bon, en tout cas. Donc, dans la préface du petit opuscule, qui est resté de cette exposition, il dit, Cocteau fait une petite préface, il dit « Voulant ne pas écrire, il fallait m'occuper les mains. Pour tout ce qui traîne dans une chambre d'hôtel. » Et il était au Welcome, hein, en 1926, il y allait. Hein. On peut pas dire, il faisait pas ça, il faisait comme ça. Hein. Mais les poètes ne peuvent plus jouer. La mort et le mystère se mettant aussitôt de la partie. Voilà pourquoi, bien qu'il soit fou de s'exposer inutilement, j'expose aujourd'hui les objets de mon amour. Alors, bon, ça faisait longtemps, hein, il fumait depuis longtemps, mais c'est vrai que après j'ai regardé dans la petite opuscule, il y a un moment il dit
Picasso a été très très mécontent qu'il ait dit ça. Picasso a pensé que c'était une méchanceté à son égard. Parce que Picasso, à l'époque, se vantait de ramasser tout sur son chemin et il en faisait de l'or. C'est vrai, d'ailleurs. Mais dans Opéra, il y a un petit poème, dans Opéra, de Cocteau, où Cocteau dit « Un cultivateur vient de retrouver dans son chat... » Pourquoi pas? Ben, il aimait les chats. Un cultivateur vient de retrouver dans son champ les bras de la Vénus de Milo. À qui appartiennent-ils? Au cultivateur ou à la Vénus de Milo? C'est un petit poème qui est dedans. Et d'ailleurs, vous verrez, je crois que c'est la tête de la Vénus de Milo, hein, avec les membres coupés. Hein. Donc, et Picasso l'a très mal pris, il dit, mais c'est pour moi. Bon. Il le prendra mal plusieurs fois, Picasso. Bon, il le fait souffrir, beaucoup des anecdotes que je ne vais pas vous raconter maintenant, qui sont pissées de rire. Excusez-moi, oui, il l'embête, Cocteau, beaucoup. Hein. Mais il a besoin de Cocteau aussi, et Cocteau a besoin de Picasso aussi. Alors, il y a une des pièces de l'expo qui est l'objet dit numéro 5 dans le petit document. C'est marqué. C'est Cocteau qui écrit, hein, qui dit, il décrit toutes ces pièces, il dit, est-ce que c'est celui-là? Je ne sais pas, moi j'ai pensé, ça pourrait être celui-là. L'objet numéro 5, sous-titré en calembour, or, le métal, or, OR, trait d'union, fait et E, hein, représente le profil gauche d'un buste fait d'une accumulation de cire de bougie, dans laquelle l'oreille a été gravée à la pointe. Bon, alors, moi j'ai regardé, en effet, il y a tout, il y a de la bougie, il y a de la cire, l'oreille, et puis l'oreille est gravée aussi, gravée à la pointe. Bon, voilà, on n'en sait pas plus, mais en tout cas c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, voilà. On va applaudir, mais très fort, Dominique Mailly. Merci. Je vais juste vous rappeler que l'exposition est à la Fondation Berger jusqu'au 7 février, donc celle-ci, et à la galerie Hulot et Koulinski jusqu'au 14 mars. Et la prochaine exposition à la Fondation Pierre Berger sera consacrée à Yves Saint-Laurent et sa collection Stendhal, donc celle de la haute couture printemps-été 1971. Le commissariat est confié à Olivier Saillard, le directeur du Palais Galliera. Rendez-vous donc le 19 mars. Vous aurez jusqu'au 19 juillet pour la découvrir. Merci à vous.